Bonjour, eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour nos agro-webinaires du mardi et nous allons aujourd'hui parler du jeu en tant qu'outil pour accompagner la transition écologique. Et donc, comme à l'habitude, je rappelle aux participants que vous avez plus deux façons de pouvoir communiquer avec les intervenants. À la fois, vous avez le chat qui est le fil de discussion sur lequel il faut limiter vos interventions aux aspects techniques ou si vous voulez donner une information particulière à l'ensemble des participants. Et le deuxième bouton sur lequel vous pouvez appuyer, c'est questions-réponses, Q&R, sachant que là, ce sont toutes les questions que vous poserez aux intervenants. Et donc, on vous conseille vivement de pouvoir utiliser ce Q&R au fil et à mesure des interventions. Donc aujourd'hui, c'est Hélène Gross, notre partenaire de l'ACTAC, qui anime ce webinaire et je lui laisse la parole. Hélène, à toi. Merci Philippe, donc bonjour à tous. Effectivement, j'ai donc le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire intitulé le jeu, un outil pour accompagner la transition agroécologique. Alors ces dernières années, nous constatons un véritable engouement autour des jeux sérieux dans le domaine de l'agriculture et nous trouvions donc intéressant de discuter de la manière dont ces outils peuvent être mobilisés dans le cadre de la transition agroécologique et les questions que cela soulève. Alors avant de laisser la parole aux intervenants du jour, que je remercie, je voudrais apporter deux précisions sur l'état d'esprit avec lequel nous avons pensé ce webinaire. Donc, tout d'abord, il ne s'agit pas de vous présenter un catalogue de jeux. C'est bien d'utiliser quelques exemples de jeux pour discuter de l'utilisation de ce type d'outils pour faciliter l'enseignement et la mise en œuvre de l'agroécologie. La deuxième précision est qu'il ne s'agit pas de rester uniquement centré sur le jeu lui-même, mais bien de replacer celui-ci dans des démarches plus globales d'accompagnement des agriculteurs et de séquences pédagogiques. Donc, ceci étant dit, je vais pas parler beaucoup plus longtemps. Je vais tout de suite laisser la parole à nos intervenants du jour, donc à savoir Sylvain Dernat de INRAE, ingénieur d'études à l'UMR Territoire. Et la présentation de Sylvain sera suivie de deux interventions, un témoignage de l'usage du jeu avec des éleveurs par Aurélie Madrid, qui est chargée d'études sur l'adaptation au changement climatique à l'IDEL, puis un retour d'expérience sur l'utilisation de jeux dans un cadre pédagogique par Stéphanie Weissenbacher ou Barrer, enseignante en agronomie à Vesoul Agrocampus. Donc ce témoignage sera complémentaire aussi à celui d'Aurélie en termes de filière abordée, puisque Stéphanie va davantage parler de jeux dans le cadre de la production végétale. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Sylvain. Bien, bonjour à tous. Alors, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je vais commencer déjà par partager mon écran et vous proposer un petit support à ma présentation. Voilà, j'espère que vous le voyez tous. Je vais le mettre en mode affichage complet. Et donc, comme l'a dit Hélène, je vais essayer d'aborder cette présentation sous l'angle des jeux pour accompagner les transitions agroécologiques avec le point de vue de la recherche et comment la recherche finalement aborde cette thématique des jeux. Alors, je souligne que j'ai préparé cette présentation avec mon collègue Gilles Martel, qui est aussi à l'INRAE. Alors tout d'abord, les jeux en agriculture, pour reprendre le propos qui a été fait par Hélène en introduction, c'est une thématique en émergence, mais j'ai mis un point d'interrogation. Alors pourquoi? Ben, tout d'abord, on voit que c'est actuellement une forte dynamique, un réel engouement pour l'utilisation des jeux pour accompagner les transformations de l'agriculture, notamment transformation et transition vers l'agroécologie. Un sondage récent qu'on a fait au sein de l'INRAE, auprès d'une quarantaine de jeux de l'INRAE, montre que plus des 3/4 des jeux qui sont créés, notamment dans l'Institut, ont pour vocation de répondre à la thématique agroécologique. On voit que les jeux qui sont créés ont pour vocation l'accompagnement de collectifs agricoles, l'accompagnement d'agriculteurs ou de territoires aussi ruraux, territoires agricoles, l'enseignement également, donc la transmission de connaissances ou la médiation des connaissances, également avec le public ou avec les citoyens. Alors on voit que derrière ça, en fait, il y a un certain nombre de postures, nous, qui nous interrogent, des postures qu'on qualifie plutôt de socio-constructivistes, c'est-à-dire où l'apprentissage est vu ici par l'échange, par le levier social, c'est-à-dire par
le truchement des interactions qui vont se dérouler dans le jeu et qui vont permettre finalement la transformation et l'évolution des points de vue et des postures des individus par rapport notamment à l'agroécologie. Et l'idée aussi de concevoir des solutions, des actions en commun. Et là, on retrouve également l'idée du champ théorique des communs, avec l'idée de pouvoir gérer des ressources naturelles communes de manière partagée, où le jeu va avoir un potentiel effet là-dessus. Donc une dynamique actuelle, mais finalement, pas si actuelle que ça, puisqu'elle s'ancre finalement dans un récit historique très long et que la science a déjà mis au jour. Déjà, les jeux, ça vous en avez tous conscience, existent depuis longtemps, mais les jeux dans l'accompagnement agricole et l'accompagnement environnemental existent également depuis longtemps, puisqu'on en trouve déjà des traces dans les années 50-60, voire peut-être encore plus précocement. De même, le champ de recherche sur les jeux est lui aussi un champ très ancien, que ce soit de manière générale sur les jeux avec un champ assez interdisciplinaire et ancien autour des sciences de l'éducation, de la psychologie et d'autres disciplines, mais également dans le domaine agricole, puisqu'on trouve trace de premiers articles scientifiques qui étudient la place des jeux dans l'accompagnement d'agriculteurs ou les transitions agricoles depuis les années 70. Donc un chant qui a un réel engouement aujourd'hui, mais qui se place dans une tradition assez ancienne. Et je ne saurais que aussi citer quelques-uns de mes collègues à l'INRAE, par exemple le jeu du rami fourragé, qui va vous être présenté aussi par la suite, qui a plus d'une dizaine d'années, le jeu de territoire, ou mes collègues du réseau Commode, qui développent aussi des jeux depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc un champ en plein engouement aujourd'hui, mais qui a une historité assez ancienne et on va dire déjà un panel de temps très long de développement. Alors, je vous ai mis sur cette deuxième diapositive un ensemble de jeux qui ont été créés par ou avec la recherche, notamment avec des chercheurs. Vous voyez qu'il y en a énormément, donc je ne vais pas tous vous les citer ici, mais c'est pour déjà vous en donner un petit échantillon, parce que c'est loin d'être exhaustif, le petit recensement qui est ici, et en plus parce que de nouveaux jeux sont créés tous les jours quasiment, et pour m'intéresser à cette thématique, on me contacte assez régulièrement pour de me décrire un nouveau jeu qui est en train d'être créé ou qui est en phase de construction. Donc on voit qu'il y a une vraie richesse finalement de création. Mais quand on voit finalement toute cette abondance de jeux et de création de jeux, en termes de recherche, cela nous questionne fortement sur le pourquoi finalement de cette recherche et le comment et le pourquoi faire aussi finalement de ce que ces jeux font en termes d'accompagnement de collectifs agricoles ou de médiation de connaissances auprès des élèves ou des étudiants. Alors je vais vous proposer dans cette diapo suivante un certain nombre de questions de recherche, une espèce de panorama très général de questions qu'on peut se poser lorsque on s'intéresse au jeu. Bah, tout d'abord, avec la gauche, on va dire ce qui précède un peu finalement ou la conception des jeux, c'est quelle déontologie, pourquoi on fait des jeux, qu'est-ce que ça veut dire de faire jouer des gens et quelles règles on doit peut-être se mettre aussi quand on fait jouer des gens, qu'est-ce que ça veut dire de faire jouer, quelle conception on a aussi du jeu, de ce qu'il est, la place du jeu dans la notion d'accompagnement de collectifs agricoles, dans la conception aussi, quels sont les acteurs qu'on va faire jouer ou qu'on va faire jouer, mais aussi comment on va intégrer les jeux dans des processus pédagogiques ou dans des processus d'accompagnement ou de conception auprès d'agriculteurs, par exemple. Plus directement dans le jeu, quels sont les savoirs qui sont échangés? Est-ce que ce sont des savoirs scientifiques, des savoirs d'expertise ou des savoirs aussi plus locaux, des savoirs contextualisés, des savoirs qui sont ceux des citoyens, qui sont ceux des praticiens aussi de terrain? Et est-ce qu'on hybride aussi finalement ces savoirs au sein des jeux? Est-ce qu'on mixe finalement des savoirs scientifiques avec des savoirs plus locaux? Ce qui est souvent un des leviers qui est mobilisé par les jeux de manière à pouvoir échanger ces savoirs et les partager. On va aussi s'interroger sur les modèles finalement utilisés, quels sont les modèles écologiques, biologiques, sociaux, voire culturels, si les jeux sont pratiqués dans des pays différents également, sont derrière les jeux qui sont créés. Et puis qu'est-ce qu'ils génèrent? Quels sont les échanges, les interactions qui sont créées par les jeux? Comment elles se déroulent? Comment elles sont gérées aussi? Et puis a posteriori, finalement, quels sont les effets du jeu? C'est-à-dire sur quoi le jeu va agir
auprès des utilisateurs, auprès des joueurs. Des effets, par exemple, sur les niveaux d'interaction, sur les types de savoir développés, échangés, sur les actions qui sont mises en place ou les outils qui sont conçus par les jeux. Et puis du coup, la question de l'évaluation, évidemment, de ces jeux est très importante. Et puis, plus généralement aussi, c'est quelle est l'évolution des jeux dans le temps et quelle est la place qu'ils prennent de plus en plus dans la société et peut-être dans la transition agroécologique, comme on le voit en ce moment. Et du coup, quelle est la place aujourd'hui de cette ludification, ludicisation, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, de ces jeux dans la transition agroécologique. Donc là, un grand panorama de questions assez large et peut-être même pas exhaustif que j'ai voulu dresser ici pour vous montrer les questionnements que ce développement des jeux peut apporter et apporte à la recherche. Et du coup, en termes d'articulation de ces questionnements, je vous dresse ici un espèce de guide un peu des questionnements de recherche que l'on a aujourd'hui au niveau des jeux. Donc là aussi, qui ne se veut pas exhaustif, parce que les questionnements sont foisonnants et se rajoutent au fur et à mesure de la création de nouveaux jeux ou également avec de nouvelles thématiques. Le premier de cette articulation, c'est déjà comprendre finalement l'utilisation et les effets des jeux. Comment ces jeux sont conçus, qu'est-ce qu'ils utilisent, quel est le cadre qu'ils mobilisent et leurs effets concrets au niveau de la transition agroécologique. Quels effets ils vont avoir, quelles conséquences ils ont, par exemple, sur les échanges de savoir, les visions du monde que vont peut-être avoir les agriculteurs ou les utilisateurs du jeu, les actions ou les prototypes d'actions qui vont être mises en place par la suite, et est-ce que ces actions vont être mises en place ensuite, et est-ce qu'elles sont dépendantes du jeu ou pas, ou elles sont dépendantes du processus d'accompagnement dans sa globalité? C'est une des questions, par exemple, qui, moi, m'intéresse particulièrement en termes de recherche. Également, identifier et répertorier les jeux, c'est faire l'état de l'art, le recensement des jeux existants pour pouvoir les caractériser, voir de quoi ils ressortent, et aussi pouvoir plus facilement les mettre à disposition de ces ressources des différents publics qui pourraient potentiellement les utiliser, enseignants bien sûr, mais également tous les accompagnateurs finalement qui accompagnent les processus de transition agroécologique, les associations de développement, les conseillers agricoles ou tout autre type de public qui est intéressé par la mobilisation des jeux et qui a peut-être du mal à trouver cette ressource. Un troisième axe, c'est bien sûr la conception de jeux, qui est aussi un ressort de la recherche, et j'y reviendrai un peu par la suite, sur comment on conçoit ces jeux, mais aussi comment on conçoit des outils et des méthodes d'aide à la conception des jeux. Là, je renvoie notamment à la très bonne méthodologie What a Game, qui a été développée par les collègues du réseau Commode, qui est un outil qui accompagne, qui aide, une méthode qui aide à la conception des jeux, notamment. Et enfin, évidemment, pour nous, produire de nouveaux savoirs, discuter les cas théoriques des jeux, mais aussi comment ces recherches sur les jeux permettent de discuter les cas théoriques de l'agroécologie ou de l'accompagnement agricole. Et puis, bien sûr, produire des ressources scientifiques et encadrer également des travaux de recherche de doctorants sur les jeux. Et je vous renvoie ici à deux thèses en cours, l'une qui va être soutenue le 11 février prochain par Yann Boulestro, qui a effectué sa thèse avec des agriculteurs sur le maraîchage, et qui a développé un jeu pour aider les maraîchers dans l'évolution, dans les transitions agroécologiques. Donc, je vous invite peut-être à participer à sa soutenance pour voir les conséquences recherche en fait que peut avoir un jeu et les questionnements que cela pose. Et également la thèse de Rebecca Etienne que j'encadre actuellement sur l'utilisation des jeux pour accompagner les agriculteurs face au changement climatique. Donc, des productions aussi de savoir, évidemment, en termes de recherche pour nous. Je reviens plus spécifiquement sur la conception des jeux comme outil d'accompagnement agricole, qui est une thématique, moi, qui m'est chère et sur laquelle je travaille avec mes collègues, notamment de l'UMR Territoire. C'est de voir les jeux comme un outil d'innovation sociale, c'est-à-dire qu'au-delà de l'enjeu d'innovation technique qu'il peut y avoir dans la transition agroécologique, c'est comment aussi les jeux sont des outils qui permettent de repenser des systèmes, de changer peut-être les visions du monde, de changer les points de vue des différents acteurs qui sont dans la transition agroécologique. Comment ça peut permettre ces jeux à faciliter l'exploration de nouvelles idées, concrètement, de créer de nouvelles idées, de tester, d'imaginer finalement des solutions qui seraient impensables dans d'autres cas de fonctionnement, puisque les jeux ont des leviers sociaux qui permettent de faire agir des acteurs en interaction sur des problématiques qu'ils ne pourraient pas exprimer sinon.
et aussi finalement comment ça peut aider ces jeux-là et la conception de ces jeux à évaluer finalement des solutions et des concepts qui sont proposés. Donc vraiment le jeu, il a pour nous un enjeu très important d'innovation sociale. Et pour cela, je termine sur la structuration d'une proposition de plateforme que l'on est en train de faire au sein d'INRAE et avec l'ensemble des partenaires de l'enseignement supérieur et de la recherche et plus généralement de l'enseignement agricole aussi. Cette structure s'appellera Gemae et l'idée c'est d'avoir à la fois une ludothèque physique qui mettra à disposition des jeux, qui donnera un lieu de rencontres, d'expérimentation, de tests aux potentiels concepteurs de jeux, à ceux qui veulent les utiliser, et éventuellement aussi un Fab Lab pour leur permettre d'aider à concevoir des prototypes. Un réseau d'échanges scientifiques, un gaming lab, pour accompagner les projets de recherche, discuter de questions de recherche autour des jeux et d'animation collective autour des jeux et suivre la littérature scientifique. Et enfin, une ludothèque en ligne, qui est le premier pavé de ce travail-là, qui vise à mettre à disposition les jeux existants, de montrer ces jeux-là, de les faire connaître, pour permettre à ceux qui souhaiteraient mobiliser des jeux dans la transition agroécologique de se les approprier, de contacter les concepteurs pour pouvoir les mettre en place et comprendre aussi comment ces jeux peuvent être mis en place. Donc derrière cette structuration, il y a un premier travail que l'on est en train de mener actuellement dans Gemae, qui est le recensement national de tous les jeux existants sur les thématiques agricoles, environnementales, alimentaires en France, donc qui couvre à la fois les jeux créés par la recherche, mais aussi les jeux créés dans l'enseignement, pour les associations de développement, par les instituts techniques. Et donc, on va recenser là à partir du mois d'avril l'ensemble de ces jeux. Donc, si vous-même vous êtes concepteur de jeux, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire connaître votre jeu et permettre son recensement. Donc, je termine ici. Je souligne encore que cette présentation, je l'ai préparée avec mon collègue Gilles Martel, qui participe avec moi à la création donc, de ce réseau de recherche sur les jeux. Et je vous remercie de votre attention et je suis prêt à écouter vos questions et à y répondre aussi par la suite après l'intervention de mes collègues. Merci à vous. Merci beaucoup Sylvain. Donc effectivement, il y a beaucoup de questions. Tu verras sur la partie QR. Donc je rappelle effectivement que vous pouvez poser les questions aux intervenants donc en les tapant sur QR. Et donc Sylvain va pouvoir en répondre déjà une partie avant de les aborder de manière plus collective après les 3 interventions. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Aurélie qui va nous faire un retour d'expérience de l'usage de jeux avec des éleveurs. Aurélie, à toi. Oui, merci Hélène. Alors, je partage mon écran. Vous allez me dire si ça marche. Est-ce que c'est bon pour vous? Très bien. Oui. Alors l'idée là, pour les 10 prochaines minutes, ça va être de vous parler un peu de comment on a utilisé le jeu dans des démarches d'accompagnement de groupes d'éleveurs. Et donc, dans le cas qui va nous intéresser, c'était pour réfléchir sur l'adaptation de leur système face au changement climatique. Et donc, pour ça, je vais principalement m'appuyer sur la démarche qui a été mise en œuvre dans les projets Climalais, et donc qui a mobilisé le RAMI fourrager. Alors, ensuite, on prendra un peu de recul sur les jeux avec des groupes d'éleveurs de façon un peu plus générale. Donc Climalais, c'était un projet initié par l'interprofession laitière et donc on a conduit à l'Institut de l'élevage avec un certain nombre de partenaires qui sont sur la diapo que vous avez à l'écran et aussi de nombreux partenaires à chaque fois en relais en local dans les régions qu'on a étudiées. Donc on a travaillé sur une vingtaine de petites zones que vous voyez, donc les petits points bleus sur la carte. Et à chaque fois, on a déroulé la même méthode dans chaque zone. Ça consistait, première étape, d'arriver, de se dire, de décrire la zone dans laquelle on est, quels sont les systèmes, quels sont les itinéraires techniques, quel est le climat actuellement et quelles sont les évolutions qu'on attend, qu'on prévoit. Ensuite, d'évaluer quels vont être les impacts de ces évolutions climatiques sur les cultures fourragères, donc au niveau des rendements, des dates de stade. Pour ça, on utilisait un modèle de culture. Et ensuite, d'intégrer ça à l'échelle des systèmes fourragers et des systèmes d'élevage pour une année moyenne du futur et pour une année avec une combinaison d'aléas climatiques, donc qu'on définissait à partir des données météo de la toute première étape. Et pour faire ça, c'est là que le jeu intervient, parce que c'est à ce moment-là qu'on utilisait donc le RAMI fourrager.
L'objectif, c'était à la fois de sensibiliser les acteurs, mais aussi d'identifier des éléments ou des questions pour de futurs programmes. Donc, le Rami fourrager, rapidement, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un jeu de plateau qui est aussi une production avec l'INRA, donc là, en l'occurrence, l'UMR Agir à Toulouse. Donc c'est un jeu de plateau où on a une partie, donc la partie supérieure du plateau qui est l'offre, donc les ressources fourragères dont on dispose, et le bas du plateau qui est la demande, c'est-à-dire les lots d'animaux et ce qu'ils consomment. On a aussi un modèle informatique à côté qui nous aide à équilibrer les deux parties. L'objectif, c'est de définir un cas d'étude pour lequel on va équilibrer l'offre et la demande. Une fois qu'on a fait ça, on peut introduire une perturbation. Donc nous, c'était le changement climatique qui va jouer sur l'offre et sur les rendements et les périodes de production des différentes ressources, mais ça pourrait être tout autre chose. Et ensuite, une fois qu'on a introduit cette perturbation, on va réadapter le système pour l'emmener dans un nouvel équilibre. Dans notre cas, donc dans le cadre de Climalais, ce qui nous intéressait, c'était à la fois les leviers d'adaptation qui sont mis en place sur le plateau et dans le jeu, et dans le modèle qui l'accompagne, mais aussi ce qu'en dit le groupe. Est-ce que c'est un levier qui est faisable? Est-ce qu'il va interagir avec les demandes des filières, avec d'autres facteurs en local? Est-ce que c'est un levier qui marche bien, mais qui coïncide avec une période de pic de travail et qui du coup va être un peu compliqué à mettre en place? Est-ce que ça va nécessiter de changer des habitudes ou est-ce que c'est carrément trop loin de ce qu'on a l'habitude de faire? Est-ce que c'est un levier qui est intéressant, mais pour lequel on aurait besoin de plus d'informations ou d'un peu de formation ou des choses comme ça? Donc voilà, ce qui nous intéressait, c'était ces leviers-là, le ressenti qu'en avaient les participants au groupe et aussi les autres leviers qui ont pu être évoqués dans la discussion, mais pas forcément sélectionnés pour être testés avec l'outil. Parfois, on a évoqué des leviers qu'on n'a pas mis dans l'outil parce que, ils n'étaient pas les mieux adaptés ou parce que le groupe a préféré tester autre chose. Hem Suite à ça, donc le jeu est donc dans ce cas-là un support d'échange entre les éleveurs qui vont pouvoir partager leurs expériences, mais c'était aussi dans cette démarche-là, un support pour transmettre de l'information, donc ici les résultats des simulations sur les cultures et pour confronter cette information à l'expérience des acteurs et des éleveurs du terrain. Donc leur expérience sur les contextes climatiques qui leur posent problème, sur les pratiques répandues dans la zone, sur les solutions possibles en réponse à une perturbation et la faisabilité de ces solutions. Et puis un peu tout ce qui compose leur expérience d'éleveur. Ça permet aussi d'identifier des questions et des pistes d'action. Par exemple, il y a dans les premiers ateliers, il y a une question qui revenait souvent autour de l'adaptation des bâtiments et donc en partie, à partir de ça, c'est mis en place un projet, pour étudier plus spécifiquement cette question-là. Ensuite, quand on utilise les jeux là je prends déjà un peu de recul sur la démarche du cadre de Climalais, mais quand on utilise ces jeux avec un groupe qui est constitué, qui va continuer à vivre après cette séance de jeu, on peut aussi, à partir des discussions, identifier des questions, des thèmes sur lesquels le groupe aurait envie de creuser et du coup pouvoir proposer par la suite des prochains rendez-vous un peu plus thématiques aller pour une visite, pour une intervention d'un expert ou tout autre type d'activité. Du coup, oui, pour généraliser un petit peu, dans une séance de jeu avec un groupe d'éleveurs, on a d'abord les joueurs. Alors, leur nombre. J'ai mis ni trop peu, ni trop, ni trop peu. Alors, ni trop parce que, donc pour éviter que certains restent en retrait ou pour éviter aussi les discussions un peu parallèles et aussi pour que, dans ce cas-là où on a un plateau de jeu, il ne faut pas être trop nombreux pour que tout le monde puisse bien voir ce qu'il y a sur le plateau. Et puis ni trop peu non plus pour qu'il puisse réellement y avoir un échange et pour qu'il y ait quand même des expériences différentes à partager.
Nous, ce qu'on recommande en général, c'est d'être autour de 5 à 6 joueurs. C'est un assez bon équilibre entre le trop et le trop peu. Il faut que les joueurs soient prêts à réfléchir ensemble sur une question pratique. Alors, pour nous, c'était l'adaptation au changement climatique, mais ça peut être tout autre chose, l'adoption d'un cahier des charges ou une modification de ce cahier des charges, une modification des systèmes, je veux renforcer la part de l'herbe, ou un peu tout type de questions qu'on aurait envie de traiter de façon collective. Il faut que les participants soient aussi prêts à questionner leur propre système, pour qu'ils puissent apporter aussi chacun les expériences qu'ils ont et ce qu'ils ont pu tester chez eux, et puis le ressenti qu'ils en ont. Il faut que les différentes personnes, les systèmes les systèmes de leurs exploitations aient des points communs pour qu'ils puissent s'y retrouver quand même, que chacun puisse en tirer quelque chose pour lui. Mais il est bien aussi qu'il y ait quand même des différences, des expériences un peu complémentaires pour la richesse de l'échange. Et donc, la question, est-ce qu'il vaut mieux jouer avec un groupe déjà existant ou constituer un groupe pour l'occasion? Alors, dans Climalais, on a eu l'occasion de faire les deux. Et alors, c'est vrai que quand le groupe existe déjà et continuera d'exister par la suite, c'est l'occasion de pouvoir initier des suites, justement, à l'atelier du jeu. Si c'est un groupe juste constitué pour l'occasion, du moment que les participants répondent en quelque sorte aux critères là, qui sont juste avant dans la diapo et qui sont prêts à réfléchir ensemble, ça marche aussi, et je pense qu'ils en tirent aussi quelque chose pour eux. Ensuite, dans une séance de jeu, il y a aussi un animateur, et donc c'est quelqu'un d'assez important pour que ça marche bien. Donc on lui a mis là une sorte de portrait robot de qui est l'animateur d'un atelier autour d'un jeu. Il faut qu'il connaisse bien l'outil, déjà lui-même, pour qu'il puisse aider les participants à le prendre en main quand il y a besoin, qu'il fasse attention au temps, qu'il fasse adhérer les participants en faisant attention ce qui est pas d'aparté, et qu'il veille à entretenir le processus de communication, qu'il veille à maintenir un esprit de respect, qu'il y ait un esprit de partage dans le groupe, qui respecte et valorise toutes les opinions. C'est pas lui qui juge, il écoute et il peut relancer, il peut poser des questions, il peut inciter à argumenter. Il sollicite ceux qui ne parlent pas spontanément, mais c'est pas à lui à dire à juger des idées qu'émettent les participants. Il peut aussi faire des synthèses de temps en temps pour qu'on le groupe se pose un petit peu et puis ensuite avance dans l'une ou l'autre des directions. Donc voilà, il ne monopolise pas la parole, c'est pas lui qui valide les choix. En fait, il n'est pas dans une posture de conseiller ou de prescripteur. Il est un animateur et il est un animateur en fait. Donc c'est les joueurs eux-mêmes qui vont concevoir leur solution. Ce que le jeu apporte aux participants. Alors ce que j'ai mis là, c'est issu des retours qui avaient été faits dans les phases de test du rami fourragé, donc ça commence à dater un petit peu, mais ça reste valable, je pense. Donc pour les éleveurs, ce qu'ils avaient dit, c'est que ça permet d'aborder la question de l'adaptation à l'échelle de la ferme. Ça permet d'expérimenter, d'alimenter sa réflexion avec des éléments visuels et chiffrés. Permet de partager son expérience et ses connaissances sur les différents domaines qui les intéressent, sur la gestion de l'herbe, les pratiques de fauche, la gestion du troupeau. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que le fait qu'il y ait un modèle qui accompagne le jeu, ça permet de tester des choses juste en cliquant sur un bouton, alors que dans la vraie vie, c'est un peu plus long et compliqué à mettre en place. Pour les conseillers, ça permet d'accéder aux pratiques des éleveurs de façon plus directe que par des enquêtes ou des visites, et puis aussi de mieux comprendre les processus de décision des éleveurs. Et ça permet comme ça d'adapter son conseil pour mieux répondre aux éleveurs qui sont conseillés. Ça permet aussi de connaître les impacts des changements climatiques sur les systèmes agricoles dans leur zone. Je vous remercie pour votre attention. Je vous ai mis là les liens pour en savoir plus sur le rami fourrager, sur son petit cousin, le rami pasto, pour les systèmes pastoraux,
et un autre jeu dont je n'ai pas parlé, mais qui s'appelle l'Oracle et qui est un jeu autour de leviers d'adaptation pour l'autonomie fourragère. Voilà, je vous remercie. Eh ben, c'est nous qui te remercions, Aurélie, pour ce témoignage et cette présentation de ton retour d'expérience de l'usage du jeu avec des éleveurs. Et donc, on va changer, on va dire, d'objectif d'usage puisqu'on va passer sur le volet plutôt enseignement et pédagogie. Et on va aussi essayer de diversifier un peu les types de production puisque Stéphanie va nous parler de jeux plutôt dans le cadre de la production végétale. Et je pense que, il y a eu pas mal de questions, il y a déjà eu des questions sur justement l'appropriation des jeux dans le cadre de l'enseignement. Donc, je pense, Stéphanie, que tu vas pouvoir déjà répondre à certaines d'entre elles. J'espère. Merci Hélène. Donc, je vais partager mon écran. Donc là, on va être surtout sur l'application pédagogique. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit bien. Je mets en plein écran. Ça arrive, mais... Ça arrive. Donc l'idée là, c'est pas de vous faire un catalogue de tous les jeux qu'on peut utiliser alors chez nous sur le PL de Vesoul, enfin Vesoul Agrocampus. C'était plutôt de vous faire un retour en fait sur une démarche qu'on a commencé en 2020 avec un petit noyau de collègues. Autour de l'utilisation plus particulièrement de 2 jeux. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu le contexte rapidement et après je me centrerai sur quelques séquences pédagogiques qu'on a sélectionnées pour vous expliquer concrètement comment on les met en œuvre et puis le premier retour d'expérience qu'on en fait. Donc à Vesoul Agrocampus, en fait, là je me centre sur une démarche qu'on a initiée avec une collègue d'agronomie. On est 2 enseignantes en agronomie au lycée. Donc sur des filières qui vont du bac STAV au BTS en passant par des bacs pro. On a des collègues enseignants formateurs en agroéquipement et une enseignante en biologie qui se sont intégrés dans cette démarche. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de mobiliser les jeux dans, vous voyez, différentes filières à différents niveaux, de la seconde générale jusqu'au BTS, des équipements agricoles ou TSMA. Donc le support, ça j'y tiens, c'est quand même important. Dans notre démarche, on met l'exploitation quand même au cœur des apprentissages. On a une exploitation en polyculture élevage, donc il n'y a pas que de la grande culture. Là, ce que je vais vous montrer, c'est en grande culture, mais il n'y a pas que ça. Et donc, c'est vraiment utiliser aussi l'exploitation comme support concret pour bien contextualiser la mise en œuvre du jeu. Alors, au niveau d'un contexte plus global, on est engagé, nous, à Vesoul Agrocampus, avec donc 4 autres PL, on est 5 dans le collectif, dans une démarche éco-phytoterre, dans un projet éco-phytoterre. Donc, 4 en Bourgogne-Franche-Comté, nous, Val d'Oise, Nevers, Quetigny, et puis un EPL en Alsace, à Aubernais. Donc, éco-phytoterre, c'est bien sûr un projet assez large, mais un projet qui prévoit quand même de mettre l'apprenant au cœur du dispositif pour faire en sorte que les élèves puissent construire une vision un peu systémique de ce que c'est l'agroécologie et qu'ils puissent réfléchir sur ce concept-là avec leur ferme de lycée aussi comme support, comme contexte concret, et aussi leur faire prendre la parole sur ces sujets-là. Donc, une des actions du collectif, parmi d'autres, c'est de développer l'utilisation du jeu dans nos pratiques pédagogiques, dans ces transitions agroécologiques. Et un des livrables qui est prévu, c'est justement de formaliser des séquences pédagogiques qu'on aura testées et validées chez nous dans nos différents EPL. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on met en œuvre à Vesoul Agrocampus, mais il y a aussi des tests qui sont faits dans les autres EPL du consortium. Alors, je vais me centrer essentiellement sur le jeu Mission Éco-Phyto, en fait, puisque c'est vraiment la mallette de jeu qui offre le plus de potentialités et qu'on a vraiment commencé à bien utiliser chez nous. Je vous parlerai aussi à la fin, plus rapidement, du jeu Ruralis, qu'on utilise dans un autre cadre et qui n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, au niveau du jeu Mission Éco-Phyto, je vais peut-être juste revenir en arrière pour vous rappeler que cette mallette de jeu, conçue par le réseau CIVAM, alors plutôt dans l'ouest de la France, c'était conçu pour une approche systémique des systèmes de culture, dans une problématique de réduction d'intrants, donc surtout pour animer des groupes d'agriculteurs avec des techniciens sur la reconception de systèmes de culture.
Donc ça, bien évidemment, c'est l'utilisation la plus aboutie du jeu. Néanmoins, c'est quelque chose de très protéiforme, hein. Cette mallette offre de nombreuses potentialités et on essaye de l'utiliser aussi à des niveaux un peu plus modestes dans d'autres filières des plus modestes que la reconception intégrale d'un système de culture. Donc la première séquence pédagogique que je vais vous présenter, alors ce n'est pas une séquence en tant que telle puisqu'elle n'est pas circonscrite dans le temps, c'est plutôt des petites séances qui sont réparties tout au long de l'année, alors dans un module du BACSTAV. Le module, c'est analyser en fait des choix d'exploitants agricoles dans la spécialité de production. Donc là, on utilise vraiment la mallette pour pouvoir en fait s'approprier les différents concepts au fur et à mesure qu'on les aborde sur la base de cas concrets. Voilà, le module est conçu comme ça. On étudie finalement des cas concrets. Alors, on part de la ferme, bien sûr, mais on a aussi d'autres cas concrets qui peuvent être d'autres fermes, des autres EPL ou des cas concrets qu'on trouve dans les journaux agricoles. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire analyser les choix d'outils les élèves pour qu'ils puissent interroger les systèmes de culture, notamment, mais pas que. Et donc là, la mallette est vraiment utilisée tout au long de l'année, ponctuellement, pour revenir en fait éclairer des points théoriques. Donc l'idée, c'est vraiment de partir de cas concrets, d'en identifier, en sortir finalement des connaissances clés au niveau théorie agronomique, et ensuite d'utiliser la mallette pour pouvoir manipuler ces connaissances clés, ces savoirs clés en agronomie, et pouvoir donc bien les intégrer. Donc là, par exemple, au début de l'année, en première, la progression est bâtie comme ça, c'est déjà une rotation. C'est quoi une rotation ? Quels sont les déterminants clés les plus importants quand je choisis de mettre en œuvre une rotation sur mon exploitation ? Donc on part de cas concrets assez simples et on identifie les déterminants. Donc déjà tout simplement que les dates de semis, de récolte ne se chevauchent pas, mais après, plus loin, on intègre le critère de contexte pédoclimatique et des besoins des cultures, et donc de l'adaptation de telle ou telle culture ou pas à des contextes pédoclimatiques particuliers. Puis après, on commence à aller sur des notions de rentabilité économique, etc. Donc, voilà, la mallette va permettre finalement d'illustrer ça. Et après, petit à petit, on va pouvoir utiliser la mallette dans son intégralité pour appréhender ce que c'est qu'un système de culture et aller ensuite plus loin dans l'année sur diagnostiquer un système de culture. Voilà, donc ça c'est un premier exemple tout simple. Donc vous verrez, je vous mettrai des petites photos après sur le contenu de la mallette. Mais au premier stade, c'est vraiment utiliser par exemple les cartes culture, puisque dans cette mallette, on trouve des cartes culture qui ont l'avantage en fait de résumer sous une forme d'une petite carte facilement manipulable un certain nombre de données clés sur des cultures pour pouvoir avoir les informations résumées sur la carte et donc l'étudiant, l'élève puisse avoir ça sous les yeux et ça lui permet de manipuler les concepts sans devoir se rappeler tout le cours. Et donc ça rentre mieux, on va dire ça comme ça. Donc les élèves, bien sûr, étant actifs, ils apprécient ce genre de séance. L'effectif adéquat pour l'utilisation de ce genre de mallette-là, quand même, c'est de ne pas dépasser, quand on est tout seul, peut-être 10 ou 12 élèves. C'est quand même plus évident. Donc là, dans ce cas de figure-là, ils étaient un peu moins, donc c'était très, très pratique. Donc là, on s'approprie finalement, en manipulant les cartes, les données des cartes, et ça permet déjà de bien assimiler les connaissances clés. Au cours de l'année, on va complexifier peu à peu le raisonnement, et l'idée, c'est ensuite de pouvoir reproduire les cas concrets étudiés, et donc d'analyser les choix faits par l'exploitant. Donc là, justement, je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre dans la mallette et qui permettent justement d'aller à cette étape de diagnostic d'un système de culture et puis après peut-être de reconception. Donc là, c'est une séquence pédagogique vraiment beaucoup plus complète dans le sens où elle se décompose en 3 séances de 2 heures. Donc on peut mener ça de manière, cette fois circonscrite dans le temps. L'effectif, là, vous voyez, était de 14 élèves, mais ça peut être mené avec des promos un peu plus grosses. Ça a été testé aussi sur un BTS avec 27 élèves. Là, l'intérêt, ça serait peut-être d'avoir 2 formateurs ou 2 enseignants pour pouvoir se répartir la classe.
Donc 3 séances de 2 heures avec bien sûr une contextualisation, je vous l'ai dit, c'est le support du système de culture de la ferme du lycée. Alors pour pouvoir mettre en contexte les élèves, ce système de culture, en fait, il fait l'objet de 2 supports. Déjà une fiche trajectoire actualisée en 2020 parce que voilà, on fait partie d'un groupe défi. Donc, on a une fiche trajectoire sur le système de culture de la ferme qui donne l'ensemble des éléments clés avec lesquels les élèves travaillent. Et ensuite, on a aussi une vidéo, une petite capsule vidéo de 5-6 minutes avec l'interview du chef des grandes cultures, etc. Pas mal d'images, des animations qui résument aussi les points clés de ce système de culture. Donc, la première partie de la séquence, c'est vraiment voilà, de s'approprier le concept de système de culture et de reproduire, grâce à tous les éléments de la mallette, tous les pions, les petites cartes, de reproduire le système de culture pour bien se l'approprier et bien pouvoir travailler dessus. Donc ça prend quand même bien 2 heures, surtout que la mallette étant assez complète, il faut s'approprier l'ensemble des petites cartes et des éléments d'information qu'elle contient. Et les séances suivantes, donc 2 fois 2 heures, c'est de pouvoir diagnostiquer ce système de culture, alors déjà du point de vue voilà, du risque par rapport à tel ou tel bioagresseur, puisqu'on a dans la mallette des cartes particulières sur chacun des adventistes des maladies, des ravageurs, et qui permet en fait de récapituler les situations à risque, dans quelle situation pullule tel ou tel bioagresseur. Et donc ça permet de repartir des éléments d'information du système de culture, voir si on est dans la situation à risque et construire comme ça un tableau du risque concernant notre système de culture. Donc ça, c'est assez interactif et ça marche bien. Et ça permet vraiment de mettre en lien des connaissances et de comprendre que les pratiques sont interreliées entre elles. Le dernier niveau, finalement, ensuite, une fois qu'on a diagnostiqué le risque, dans la dernière séquence, c'est d'utiliser toutes les cartes leviers qui sont dans cette mallette pour essayer de réfléchir à quel levier agronomique on n'a pas mis en œuvre et qu'on pourrait essayer de tester. Et après, donc, du coup, de se partir de ces éléments-là qui sont dans la mallette pour réfléchir et ensuite proposer des alternatives, des modifications, des améliorations. Voilà. Donc cette séquence-là complète en BTS, elle a fait l'objet d'une évaluation pour voir ce qu'en retenaient les élèves, donc sous forme d'un compte-rendu à l'issue de la séquence. Voilà. Donc là, les étudiants en BTS, grâce à cet ensemble de séquences de 3 fois 2 heures, ils se sont vraiment, ça leur a permis, en le manipulant, de se rendre compte de la complexité en fait des choix, c'est multifactoriel, multidéterminant, donc ça permet bien d'appréhender cette notion de complexité et surtout de prendre bien conscience, comme je le disais, des interactions. Voilà, un levier agit sur plusieurs bioagresseurs et un bioagresseur peut être maîtrisé par une combinaison de leviers. Donc ça, c'est vraiment un savoir clé. Bien sûr, ils ont beaucoup apprécié cette façon de travailler. Le fait d'avoir les connaissances agronomiques résumées dans les cartes leur permet de se libérer un peu ils ont tout sous les yeux. Ça leur permet vraiment de s'axer sur la réflexion et puis du test. Bon, après, ça prend pas mal de temps, surtout pour appréhender la mallette. Donc ça, c'était pour la mallette Ecophyto. J'ai essayé d'être très rapide sur le jeu Ruralis. Là, c'est vraiment utilisé à un niveau, je dirais, plus léger, plutôt en introduction d'une séquence pédagogique que réellement en tant qu'outil pour bien appréhender les savoirs clés. Là, c'est plutôt en intro. C'était avec des secondes. J'étais dans le cadre d'une option de découverte sur l'agronomie et l'aménagement du territoire. Avec une collègue de bio. Et donc là, l'idée, c'était d'utiliser la boîte de jeu Ruralis, qui est un jeu de plateau, mais qui offre aussi tout un tas de fiches support, d'utiliser cette boîte de jeu en amont d'une séquence sur les auxiliaires de culture et la biodiversité au sens large pour limiter l'utilisation d'intrants en produits phytosanitaires en grande culture. Donc là, c'était vraiment utiliser les fiches prérequis du jeu Ruralis dans une première séance pour bien comprendre ce que c'est qu'une infrastructure agroécologique. Ensuite, de jouer avec le jeu pour bien comprendre ce que ça peut apporter, ce genre d'infrastructure, et ça pour se servir en fait de ce jeu en intro pour ensuite passer à des TP sur le terrain, de piégeage d'insectes auprès d'infrastructures agroécologiques installées sur la ferme du lycée, et ensuite de diagnostic de ces insectes pour voir si on a des auxiliaires de culture et mettre en lien avec les infrastructures. Voilà.
Donc, je vais terminer sur la toute dernière diapo en disant ça, c'est pas quelque chose qu'on a encore mis en œuvre, mais on imagine de revenir après les TP, d'utiliser une extension à la boîte de jeux Ruralis qui a été faite dans le cadre du projet Reggae avec une chargée de mission qui est à Quetigny. Pour remobiliser ces connaissances acquises sur le terrain, sur les auxiliaires, on envisage d'utiliser cette extension du jeu. On ne l'a pas encore fait, mais voilà, c'est dans les cartons, c'est dans les projets. Je vous remercie pour votre attention. Eh ben, merci à toi, Stéphanie, et merci aux 3 intervenants. Donc, il nous reste à peu près un quart d'heure pour répondre à quelques questions. Alors, je m'excuse par avance pour pour les questions auxquelles on ne pourra pas répondre en direct, mais on pourra éventuellement voir dans le chat ou voir après le webinaire éventuellement. Donc, je vais commencer par une première série de questions, puisque c'est vrai qu'on a été très franco-français et qu'on a plusieurs personnes qui nous suivent, qui nous signalent qu'ils travaillent dans le cadre de coopération internationale. Et donc, il y a des questions sur, finalement, est-ce que, alors là, c'était une question plus pour toi, Sylvain, mais est-ce que les recherches que tu as menées autour des jeux ont des aspects plus transversaux avec des chercheurs d'autres continents, notamment l'Afrique et l'Asie ? Et derrière cette question d'utilisation du jeu dans d'autres contextes, et notamment les contextes du Sud, est-ce qu'on peut voir les jeux comme un outil générique ou est-ce qu'on doit l'adapter à chaque contexte culturel, sachant que ça pose aussi des problèmes de linguistique, par exemple, ou de passage de concepts qui n'est pas forcément négligeable. Donc, Sylvain, si tu peux peut-être répondre, je ne sais pas si les autres ont des choses à dire là-dessus, sur ce passage à d'autres continents. Alors oui, pour répondre à la question, il y a évidemment des contextes culturels dans l'utilisation des jeux, déjà parce que le jeu en lui-même n'a pas le même sens dans les différentes cultures et il n'est pas utilisé de la même manière dans les différentes cultures. Alors il y a effectivement des recherches qui sont effectuées par des collègues français, notamment du CIRAD, auprès de publics de pays du Sud comme en Afrique ou en Amérique du Sud par exemple, et ils font évidemment des adaptations des jeux qu'ils utilisent, que ce soit des adaptations sur les modèles utilisés, mais également des adaptations très, on va dire, très pragmatiques aussi dans la mobilisation du jeu. J'avais une réunion la semaine dernière avec des collègues du CIRAD, justement, qui pratiquent le jeu, Williams Daré pour pas le nommer. Et Williams m'expliquait que notamment dans les pays du Sud, on n'utilise pas, par exemple, comme petit support de jeu, quand on fait des jeux un peu bric-à-brac, des supports alimentaires comme des fèves ou ce genre de choses dans des pays où les problématiques alimentaires sont très prégnantes. Donc voilà, il y a des questions d'adaptation qui se posent à la fois sur le jeu en lui-même, mais aussi dans son utilisation concrète. Et évidemment, c'est des recherches qui sont documentées, hein, et les collègues du CIRAD sont particulièrement prégnants sur ces questions d'adaptation du jeu dans les contextes de pays du Sud. Mais ce que je voudrais réagir sur cette question, et je la mets marquée notamment dans le chat, c'est qu'il ne faut pas croire, mais les contextes d'adaptation culturelle se font également en France, parce que tout jeu, en fait, doit être adapté à son contexte. Et en aucun cas, il faut imaginer que le jeu, c'est un outil générique qu'on déploie facilement, on ouvre la boîte et on joue avec n'importe qui. Il y a tout un processus de préparation, ça a été notamment montré par Aurélie dans son exemple sur Climalé. Il y a tout un processus qui est fait d'accompagnement dans les collectifs agricoles ou plus largement avec les citoyens ou les acteurs des territoires, pour adapter ce jeu à son contexte et répondre au mieux aux problématiques qui sont posées. Merci Sylvain. Du coup, tes propos me font rebondir sur une autre question qui a été posée. Alors, ce n'est pas vraiment sur l'adaptation, mais ça y est lié, puisque la question était de savoir comment et qui réactualise le contenu des cartes de jeu, intègre des nouvelles connaissances. Donc, j'avais peut-être envie de poser la question à Aurélie, à Stéphanie, puis ensuite à toi, Sylvain. Est-ce que vous avez fait des adaptations? Est-ce qu'une fois que le jeu a été acheté, finalement, ou acheté ou pris, on n'y touche plus? Est-ce que vous, en tant qu'utilisatrice, vous avez touché quelque chose? Et Sylvain, ensuite, peut-être, est-ce que tu as des choses à dire sur ces évolutions, on va dire, au fil de l'eau de ces jeux-là? Je ne sais pas si Aurélie ou Stéphanie veulent commencer à répondre. Non, sur l'adaptation d'un jeu aussi complet que Mission Ecophyto, on s'y risque pas. Mais en revanche, ce qu'on peut noter, c'est que la mallette prévoit par exemple des cartes vierges, par exemple sur les cartes culture. Et ça peut être un support justement pour développer une petite séquence annexe où on demande aux élèves d'aller faire des recherches biblio
pour proposer une carte culture complémentaire qu'on voudrait intégrer dans un cas concret, dans une séquence, mais qui ne serait pas présente dans la mallette. Je pense par exemple, je ne sais pas, on teste un petit peu de Sylphie là, chez nous. Voilà, la carte culture n'est pas présente dans la mallette, donc quels sont ses besoins en eau, en azote, date de récolte, date de semis, etc., sensibilité aux maladies, ben, on peut très bien prévoir ça et rajouter du coup sur les petites cartes vierges la description à l'occasion d'une séquence. Et ça peut s'intégrer bien sûr dans une séquence pédagogique, le fait de créer des cartes supplémentaires. Aurélie, si tu veux compléter. Oui, je pense que ça dépend beaucoup du jeu dont on parle. Typiquement pour le Rami, oui, il faut forcément passer par ce travail d'adaptation au contexte dans lequel on veut l'utiliser, notamment pour adapter le référentiel de production de fourrage aux réalités de la zone. Sinon, ça va être un peu un exercice un peu trop virtuel. Donc, il y a tout ce travail-là à chaque fois de bien décrire ce qui se fait et bien l'adapter à la zone. Et après, nous, ce qui nous est arrivé de faire, c'était aussi de venir pour la séance de jeu avec donc, ce référentiel adapté, plus des baguettes blanches, donc de la place pour rajouter, comme ça, au fil de l'eau avec le groupe, des références en plus, des cultures fourragères en plus, auxquelles nous, en préparation, on n'aurait pas pensé, mais qu'eux voulaient rajouter. Donc oui, ça c'est presque plus que le temps de jeu en lui-même dans la démarche de Climalé, c'était cette partie d'adaptation à chaque zone qui prenait presque le plus de temps. Après, il y a d'autres jeux qui sont peut-être un peu plus tout-terrain. Je pensais aussi à l'Oracle. Donc l'Oracle, c'est une série de cartes levier. On choisit une question avec le groupe et ensuite on pioche dans les cartes disponibles sur lesquelles on pense qu'ils répondent le mieux à la question. Donc ça peut s'utiliser un peu de façon plus générale. Il y aura des cartes qui ne marcheront pas du tout. Bah, soit on a trié avant et on les a enlevées, soit on les laisse dans le jeu et on dit que celui qui a pioché la carte qui ne marche pas, tant pis pour lui. C'est un peu un malus pour le côté ludique, quoi. Et dans ce jeu-là, il y a aussi des cartes vides pour si quelqu'un veut en rajouter une à la main ou une idée qui n'est pas dans le jeu. Merci Aurélie. Et peut-être Sylvain, du coup, finalement, quand est-ce qu'on peut considérer qu'un jeu est terminé, si on peut le dire? Alors, nous, on ne le considère jamais, mais l'idée, c'est de penser ça dès la conception. En fait, la question de la maintenance du jeu dans le temps, c'est une question qui doit être pensée dès la conception. Donc, comme l'ont dit Stéphanie et Aurélie, ça dépend déjà des types de jeux. Il y a des jeux qui sont beaucoup plus généralistes, d'autres qui sont beaucoup plus orientés sur telle ou telle connaissance. Donc, des mises à jour sont peut-être nécessaires à certains moments. Il y a la solution de laisser, comme on dit, des cartes blanches ou des possibilités ouvertes dans le jeu qui permettent de continuer ou de permettre aux joueurs aussi de l'améliorer ou de l'adapter. Mais globalement, c'est une question qu'on pose généralement aux concepteurs, c'est de leur dire comment y assurer la maintenance dans le temps de ce jeu-là avec les évolutions d'adaptation dans certains contextes, avec les évolutions aussi de l'évolution des connaissances. Donc c'est un élément à prendre en compte en fait lorsqu'on conçoit des jeux, cette question de la durabilité du jeu entre guillemets dans le temps et de son adaptation dans le temps. Merci. Alors après, il y avait une question qui avait été posée spécifiquement à Aurélie, mais que j'étendrai bien, qui était par rapport à l'expérience Rami Fouragé. Y a-t-il un suivi de ce que les participants éleveurs ont concrètement mis en place dans leur exploitation à la suite de ces échanges au sein des collectifs? Et je voudrais bien finalement la question à quelles sont les suites? En fait, comment est-ce qu'on évalue alors pour Stéphanie plutôt les compétences acquises et plus généralement à vous trois, les effets, alors je ne sais pas si on peut dire transformants, mais en gros, le lien entre jeu, acquisition de compétences et changement de pratique. Alors peut-être Aurélie, si tu veux commencer à répondre à la question spécifique sur le Rami fourragé, et ensuite je passerai la parole aux autres intervenants pour la question un peu plus générale. Oui. Alors, nous, c'est vrai que dans le cadre de Climalé, à chaque fois, on s'est appuyé, dans chaque zone, on s'est appuyé sur un relais en local. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas toujours eu les retours de ce qui s'est passé par la suite. En même temps, c'est pas grave, ouais, on était aussi là pour ça.
J'ai eu récemment un retour d'un éleveur d'un des tout premiers groupes qu'on avait fait et qui déjà se posait des questions sur passer en bio ou pas. Et le fait d'avoir fait, il disait qu'entre autres ce travail, plus d'autres choses qu'il avait pu voir par ailleurs, hein, mais il avait un peu rassuré dans le fait que son système actuel finalement pouvait résister à l'avenir et donc l'avait un peu rassuré dans ses choix. Sinon, je n'ai pas d'autres exemples comme ça de retour. Et du coup, alors peut-être dans le cadre de l'enseignement, comment vous évaluez, comment vous traitez l'acquisition de compétences en temps des jeux? Je répondrai surtout sur Mission Ecophyto, hein, parce que vous avez compris que c'était plutôt là que ça aidait à l'acquisition de connaissances clés, en tout cas de bien les ancrer. Je dirais que là, c'est l'évaluation de compétences, c'est plutôt dans la capacité des élèves à faire des liens, comme je disais, des liens entre les différents processus au sein d'un agroécosystème. Donc c'est vraiment quand on attaque un nouveau cas concret, par exemple, et qu'on on le travaille en cours à ce moment-là, et ben qu'on voit un certain nombre de réflexes qui commencent à se mettre en place et qui sont justement issus de la manipulation avec le jeu sur des cas précédents un peu plus simples. Je ne sais pas si ma réponse est claire, mais donc je disais c'est en temps réel dans la progression finalement, dans la progression au cours de l'année, quand on attaque un nouveau cas et qu'on le laisse, voilà, on laisse un temps aux élèves pour l'analyser tout seul, et quand on voit ce qui ressort, justement, on comprend qu'il y a un certain nombre de réflexes clés qui ont été discutés abondamment dans les cas un peu préparatoires et qui reviennent naturellement, sans que le prof soit là pour mettre la main dessus et en gros pour souffler la réponse aux élèves. Merci. Sylvain, je sais que c'est une question qui vous préoccupe aussi. Oui, moi, c'est ma question principale de recherche, donc ça m'intéresse forcément particulièrement. C'est les effets des jeux, notamment, alors moins dans l'enseignement, mais plus dans l'accompagnement de collectifs ou de territoires. L'idée, c'est de réfléchir que les effets, déjà, il faut savoir différencier de qu'est-ce qui relève du jeu en lui-même et de ce qu'a fait le jeu, de qu'est-ce qui est l'environnement en fait, dans lequel se trouvent les joueurs au moment du jeu, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent aussi interagir et accompagner aussi les participants. Ils participent à d'autres groupes, ils font d'autres choses, donc il faut être capable aussi de différencier ces choses-là. Et puis je dirais que la manière d'évaluer les effets des jeux, elle est à la fois multi-échelle et multitemporelle. Il y a ce qu'on en dit juste après le jeu ou pendant le jeu, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que les gens en pensent a posteriori. Et puis il y a l'échéance beaucoup plus long terme, c'est quel a été l'effet du jeu finalement sur les transformations qui ont pu être faites sur les collectifs ou sur les territoires. Et dans ce cas-là, il faut aussi avoir une approche peut-être plus multi-échelle, c'est-à-dire quelles connaissances, quels savoirs ont été échangés, quelles compétences aussi, on parle par exemple des soft skills, par exemple en termes d'aide à la décision qui ont pu être acquises par les gens pendant les jeux, et puis aussi quelles sont les actions concrètes qui ont été mises en place, quels sont les réseaux d'acteurs qui ont pu se tisser à proprement parler à partir des jeux. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'évaluer ce genre de choses-là. C'est l'objet notamment de la publication que j'ai faite, que tu as mis dans le chat, Hélène. Et voilà, donc c'est quelque chose d'assez complexe, et c'est vrai que c'est un vrai enjeu pour nous dans la recherche d'évaluer en fait quels sont les effets de ces jeux et finalement sur quoi ils portent réellement et quelle est la portée générique qu'ils peuvent avoir et quel est le sens en fait que ces jeux vont avoir dans les processus d'accompagnement à la transition agroécologique. Merci beaucoup. Alors, je vois que l'heure tourne et qu'il y a encore beaucoup de questions. Est-ce que Philippe, j'ai le temps d'en poser une petite dernière? Oui, une dernière. Alors, bon, je m'excuse du coup pour les autres. Alors, peut-être une rapide. Il y a eu une question. Alors, Sylvain, tu nous as dit qu'il y avait beaucoup de jeux. Donc, est-ce que tu as un décompte du nombre de jeux existants appliqués à l'agroécologie? Et derrière, question un peu à tous, comment finalement on fait si on veut choisir un jeu demain? Où est-ce qu'on peut s'adresser? Sur quelle thématique? Et du coup, Aurélie et Stéphanie, comment vous avez choisi ces jeux-là et pas d'autres? Je sais pas, je commence du coup. Oui, oui. Commence. Voilà, L'idée, c'est que, alors déjà, l'idée, c'est le sens un peu du travail qu'on fait de recensement, parce qu'il y en a, on estime qu'en France, il y a
à peu près une trentaine, quarantaine de jeux déjà qui existent sur des thématiques agroécologiques, donc qui couvrent des thématiques des fois très spécifiques ou des enjeux beaucoup plus généraux d'accompagnement de territoire, par exemple. Donc c'est assez varié. Donc l'idée du recensement qu'on est en train de faire, c'est justement de mettre à disposition cette ressource pour les potentiels utilisateurs, pour voir ce qui existe et ce qui peut être utilisé. Mais voilà, en termes d'idées, on en est à un certain nombre déjà de dizaines de jeux qui sont développés sur cette thématique-là. Très vite, il nous reste 1 minute, Aurélie et Stéphanie. Comment vous avez choisi ces jeux-là et pourquoi? Ouais, je pense que ça dépend de choses très concrètes du jeu. Par exemple, le temps qu'on a pour. Est-ce qu'on a du temps pour adapter le jeu à la zone? Dans ce cas, est-ce qu'on veut faire du systémique ou est-ce qu'on veut juste parler dans le cas qui nous concerne, juste parler sur les leviers? Je pense que chaque jeu a un peu son utilisation spécifique et donc le choix se fait en fonction de ce qu'on veut en faire et des objectifs qu'on a, quoi. Merci. Et du coup, Stéphanie, toi, comment tu t'es orientée sur ces jeux-là? Très rapidement, Ruralis, parce qu'il était déjà mis en œuvre chez des voisins et notamment à Quetigny, et on a eu une formation locale avec eux, avec une chargée de mission voilà, sur ces thématiques-là. Et puis Mission Ecofito, parce qu'il s'était déjà un petit peu diffusé en Bourgogne-Franche-Comté avec des subventions de la DRAF pour acquérir la mallette. Et puis dans le cadre du coup d'Ecofitoterre, la mallette Ecofito nous semblait quand même un jeu central à valoriser. Merci à tous. Donc, il est 14 heures. Je vous rappelle que vous pouvez rester pour avoir en prime le lauréat du jeu concours Dico-Agroécologie. Et sinon, pour les agro-webinaires du mardi, nous nous retrouvons mardi prochain pour parler d'agriculture numérique. Et donc, ceux qui veulent rester peuvent rester. Je coupe l'enregistrement de ce webinaire et à tout de suite pour la remise des prix au jeu concours. À bientôt. Et à tout de suite pour ceux qui restent.